Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal du dimanche 21 octobre. Voici les titres. Le 6e plénum du comité central du Parti communiste du Vietnam du 11e exercice s'est clôturé le 15 octobre après 15 jours de travail. L'occasion de renforcer la confiance du peuple envers le parti et ses dirigeants. Le 14e sommet de la francophonie, organisé du 12 au 14 octobre à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a été l'occasion pour les pays ayant le français en partage de rehausser le rôle et les valeurs de la francophonie, ainsi que celui de l'Afrique au sein de la communauté francophone. Les 4 temples Thanh Long Tu Chan font partie des centaines de lieux de culte à Hanoï. Installés aux 4 points cardinaux de l'ancienne cité impériale, ils sont les protecteurs de la ville. Érigés à partir de 1010, date de la fondation de la capitale, ils ont subi de nombreuses mutations au fil de l'histoire. Le 6e plénum du comité central du Parti communiste du Vietnam du 11e exercice s'est clôturé le 15 octobre après 15 jours de travail. Les participants sont parvenus à un haut consensus sur plusieurs directives et politiques. Le 6e plénum du comité central a abordé des questions liées à la situation économique nationale, au foncier, à l'éducation, aux sciences et technologies, à la planification des ressources humaines, à l'autocritique et à la critique. Pour la première fois, le comité central a organisé des séances d'interpellation. Il a également décidé de créer une commission des affaires économiques et promulguer une résolution sur la planification des ressources humaines des organes du parti et de l'État. Après avoir analysé la situation de l'économie nationale, le comité central continue d'accorder la priorité au renouvellement du modèle de croissance, à la restructuration économique et à la garantie de la stabilité socio-politique. Il a de nouveau insisté sur la nécessité de réformer l'éducation nationale et de développer les sciences et technologies afin que le Vietnam puisse devenir un pays industrialisé à l'horizon 2020. En ce qui concerne le rapport sur les résultats de l'autocritique et de la critique au sein du bureau politique et du secrétariat, le comité central a apprécié le sérieux de ces 2 orales. Le bureau politique et le secrétariat ont effectué une autocritique sérieuse et reconnu devant le comité central leurs faiblesses dans l'édification du parti et la conduite de ses membres. Le bureau politique a demandé au comité central de lui imposer une sanction disciplinaire et de délibérer d'une autre pour un de ses membres. Après délibération, le comité central a décidé d'en infliger aucune. Il a néanmoins demandé au bureau politique de prendre des mesures pour remédier à ces faiblesses, de sorte que les forces hostiles ne puissent en abuser pour déformer la situation. Le comité central a également réalisé son autocritique et reconnu sa responsabilité de ne pas avoir su prévenir et empêcher les fautes et faiblesses ces derniers temps. Il tient à reconnaître ses fautes devant le parti et le peuple et s'engage à faire de son mieux pour y remédier progressivement. Le comité central demande à tout le parti de renforcer sa responsabilité vis-à-vis du peuple, de renforcer la solidarité et l'unité en vue de bâtir un parti plus inter et puissant, digne du titre de parti révolutionnaire authentique et attaché au peuple. Lors du 14e sommet de la francophonie en République démocratique du Congo, la vice-présidente du Vietnam Nguyễn Thị Doan a affirmé que le Vietnam redoublait d'efforts pour apporter une large contribution aux activités de la francophonie. Lors du sommet, la vice-présidente Nguyen Thi Doan a déclaré que le Vietnam accomplit toujours ses devoirs de pays membre, participe activement à tous les mécanismes et organisations de la communauté francophone. Le Vietnam a avancé une initiative pour renforcer la solidarité entre les pays membres, particulièrement pour venir en aide aux pays pauvres. La dirigeante vietnamienne a loué les efforts en vue de rehausser la position internationale de la francophonie. Elle a souhaité voir la communauté francophone réviser de façon rationnelle ses priorités stratégiques, notamment chercher des ressources extérieures et dynamiser sa coopération avec les partenaires régionaux et internationaux comme l'ONU, l'Union africaine ou encore l'Union européenne.
Placé sous le thème « Francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la gouvernance mondiale », le 14e sommet de la francophonie s'est concentré sur le rôle de l'Afrique au sein de la francophonie, les enjeux environnementaux et économiques, le développement de la langue française, la sécurité et la vie politique dans le monde comme dans les pays francophones en crise. La déclaration de Kinshasa a été approuvée lors de la cérémonie de clôture. Toujours au sommet, la francophonie a accueilli 2 nouveaux membres, le Qatar en qualité de membre associé et l'Uruguay en tant que membre observateur. L'Arménie est passée du statut de membre associé à celui de membre à part entière. En marge du 14e sommet de la francophonie, la vice-présidente Nguyen Thi Xuan a rencontré le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf, le Premier ministre de Djibouti, ainsi que le ministre haïtien des Affaires étrangères. La première visite au Vietnam de l'ex-premier ministre britannique Tony Blair a contribué à renforcer les relations de partenariat stratégique entre les deux pays. Tony Blair a été reçu le 15 septembre par le Premier ministre Nguyen Thanh Dung, qui a affirmé que le Vietnam souhaitait dynamiser ses relations de partenariat stratégique avec le Royaume-Uni dans tous les domaines, mais aussi que la Grande-Bretagne continue d'accorder ses aides publiques au développement au Vietnam, notamment dans la construction d'infrastructures et l'adaptation au changement climatique. Tony Blair s'est déclaré prêt à partager des expériences avec le Vietnam, notamment dans la réforme économique, l'attraction de l'investissement étranger, la résilience au changement climatique, le développement du modèle de partenariat public-privé, la protection de l'environnement. Tony Blair a également pris en note estime la position en suspens de l'ASEAN sur les questions en mer orientale, avant d'affirmer faire tout son possible pour développer les relations de partenariat stratégique entre son pays et le Vietnam. Auparavant, lors d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, Phạm Bình Minh, Tony Blair a fait part de son appréciation au regard des mesures prises par le gouvernement vietnamien pour stabiliser l'économie nationale dans cette conjoncture défavorable et s'était engagé à aider le Vietnam dans son processus de développement et de réforme économique. Le même jour, Tony Blair a visité l'académie diplomatique pour rencontrer les représentants des organes de presse du Vietnam pour partager ses expériences en matière de croissance économique durable. Une plaque commémorative historique a été installée le 13 octobre sur la façade du pavillon où a séjourné la délégation vietnamienne de 1968 à 1973 venue en France pour participer aux négociations des accords de Paris. Cet événement est le reflet de l'amitié étroite entre le peuple vietnamien et français. Un souvenir agréable que les générations d'aujourd'hui comme de demain devraient se remémorer pour toujours. La délégation du gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam, conduite par Mme Nguyễn Thị Bình, ministre d'alors des Affaires étrangères, s'est installée de 1968 à 1973 dans la maison numéro 49, actuellement 6-17 rue Cambacérès, à Verrières-le-Buisson, à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Paris. La plaque porte l'inscription ici à séjourné de 1968 à 1973. La délégation du gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam qui participa aux négociations et à la signature des accords de Paris le 27 janvier 1973. À cette occasion, le vernissage d'une exposition de photos noires et blancs et de coupures de journaux sur le Vietnam d'alors a eu lieu à Colombier. Cette manifestation présente aux visiteurs les activités de la délégation du gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam. C'est un événement important de notre ville. L'exposition m'a fait revivre une période très difficile du mouvement de lutte extrêmement mouvementé de solidarité avec le peuple vietnamien. Elle m'a fait penser aux manifestations auxquelles de nombreux étudiants français et moi-même ont participé en 1967 pour soutenir le peuple vietnamien. Dans le cadre de cette manifestation, un film documentaire sur les activités de la délégation a été projeté. Économie maintenant. Selon l'Association des vivres du Vietnam, le pays pourrait exporter 7,5 millions de tonnes de riz cette année,
soit mieux que son plan annuel de 7,2 millions. Cela représente une croissance annuelle de 4% en volume. À ce jour, le Vietnam a signé des contrats d'exportation pour un total annuel de 7,2 millions de tonnes et dispose de plus de 1,7 million de tonnes de riz en stock pour la consommation domestique ou pour l'exportation. Selon l'Association des vivres du Vietnam, le cours du paddy dans le delta du Mekong remonte à nouveau par rapport au début du mois. Au 16 octobre, le Vietnam a exporté plus de 6 millions de tonnes de riz pour une valeur de près de 2,7 milliards de dollars, a-t-elle ajouté. Le nước mắm ou saumure de poisson de Phú Quốc est officiellement placé sous la protection de la Commission européenne, qui lui a donné l'appellation d'origine protégée. Il est le 11e produit des pays hors de l'Union européenne à bénéficier de cette protection après le café de Colombie, le thé indien Darjeeling et 8 produits chinois. L'île de Phú Quốc, dans la province de Kiên Giang, est réputée pour la production de ce produit depuis 200 ans. Le nước mắm, préparé à partir de poissons soigneusement sélectionnés pour leur haute teneur en protéines et autres nutriments, est actuellement exporté vers les États-Unis, l'Union européenne et d'autres pays d'Asie. Les 4 temples Thăng Long Tứ Trấn font partie des centaines de lieux de culte de Hanoï. Installés aux 4 points cardinaux de l'ancienne cité impériale, ils sont les protecteurs de la ville. Reportage. Situé à l'entrée est de l'ancienne citadelle, le temple Bac Ma, ou du Cheval Blanc, rend hommage au génie mythologique Lom Do, considéré comme le fondateur de la capitale du pays. La légende raconte que, transformé en cheval blanc, Lom Do a rendu possible la construction de la muraille de la cité impériale sur le sol humide et instable qu'est celui de Hanoï. Pour être le premier des 4 temples sacrés à avoir été bâti, Bac Ma a subi des modifications durant chacune des dynasties féodales. Sa structure actuelle correspond à la dynastie des Nguyen du 19e siècle. Dans la zone nord se trouve le temple Quan Thanh, construit en 1010 pour rendre le culte à Huyen Tien Chan Vo. Ce général légendaire s'est distingué pour ses hauts faits d'armes dans les batailles contre les envahisseurs et les monstres des temps anciens. Une précieuse statue en bronze noir du protecteur Huyen Tien Chan Vo trône sur ce site. C'est en 1667 que les métallurgistes de l'époque ont fusionné ce chef-d'œuvre de 4 mètres de haut et de 4 tonnes, immortalisant la puissance surnaturelle de leur protecteur. Durant l'époque féodale, Quan Thanh était le plus important temple taoïste à Hanoï. L'influence de ce courant religieux se voit au travers de la position assise et des mains de Huyen Thiên Trần Vũ. Situé au sud de l'ancienne citadelle impériale, le temple Kim Lien, ou temple du lotus d'or, rend hommage au général Cao Sun. Assistant du génie Sun Ting, il était connu pour ses pouvoirs magiques pour lutter contre les inondations. Cette installation fut érigée en 1510. Il est le mieux conservé, avec ses caractéristiques demeurées quasi intactes 5 siècles après sa construction. Les patrimoines les plus précieux ici sont des couples de crocodiles en marbre et des pierres tombales comme dans la légende de Cao Sơn. Tous sont du XVIe siècle. Le gardien de l'Ouest occupe le temple Voi Phuc, Hanoï, ou temple d'éléphant agenouillé, construit en 1605. Il honore le prince Linh Lang, qui s'est distingué dans la lutte contre l'agression chinoise. Les artisans ont utilisé les mêmes matériaux que ceux de l'ancienne citadelle impériale en reconstruction à ce moment. Ces pierres angulaires et briques typiques de la dynastie des Lê viennent appuyer cette thèse. Le tribut aux 4 protecteurs mythologiques de Hanoï est né de la tradition paysanne de rendre hommage aux dieux gardiens des hameaux, construits sous le nom de Thanh Hoang, une pratique religieuse propre au Vietnam. En outre, le fait que les 4 génies appartiennent à différentes origines religieuses confirme l'esprit des Vietnamiens d'être ouverts à toutes les croyances. C'est la fin de ce journal. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous la semaine prochaine.